$100 000 tout de suite. Ne demandez pas le divorce. C'était dans un café de Midtown Manhattan. Un inconnu a posé une mallette noire sur la table et a fait claquer les loquets métalliques. La mallette était remplie de liasses de billets de $100. Cela m'a coupé le souffle. Je m'appelle Grace Miller. J'étais mariée depuis 7 ans. Cela faisait 2 mois que j'étais certaine de l'infidélité de mon mari. Mon cœur battait la chamade. Cet homme était le mari de la maîtresse de mon mari. Nous, qui avions subi la même trahison, étions assis face à face. Les liasses de billets dans la mallette scintillaient sous les néons. Si vous demandez le divorce maintenant, vous serez la seule perdante. Agir sous le coup de l'émotion sans preuve ne profitera qu'aux coupables. Ces paroles étaient froides, mais elles n'étaient pas fausses. C'était exactement ce que j'avais entendu lors d'une consultation avec mon avocat. Une affaire d'infidélité est une bataille de preuves, pas d'émotions. Une réaction précipitée est un poison. Nous sommes dans le même bateau. Vous et moi avons été lésés de la même manière. Alors, finissons correctement, parfaitement, légalement. C'était une transaction avec $100 000 sur la table. Il ne s'agissait pas de vengeance, c'était la préparation d'un règlement juste et approprié. J'ai de nouveau regardé la mallette. J'ai réalisé à ce moment-là que s'effondrer sous le poids de l'émotion ou répondre par un calcul froid produisait des résultats totalement différents. J'étais marié depuis 7 ans. Mon mari, Michael Davis, était chef de projet dans une entreprise de construction de taille moyenne, un homme diligent et calme. Je m'appelle Grace Miller, j'ai 35 ans, je suis traductrice indépendante travaillant à domicile, une femme au foyer typique. Nous nous sommes rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé. Lors de notre première rencontre, Michael était réservé, mais il dégageait un sentiment de fiabilité. Il n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais il était sincère et tenait toujours ses promesses. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, puis nous nous sommes mariés. Mes parents étaient ravis. Il avait un emploi stable, une personnalité sincère et son milieu familial était convenable. Les premières années de notre mariage ont été heureuses. Michael se réveillait exactement à 7 heures chaque matin pour se préparer au travail, et le soir, il rentrait dîner avec moi. Le week-end, nous faisions les courses ensemble et allions occasionnellement au cinéma. C'était ordinaire, mais je croyais que c'était le bonheur. Je pensais que l'accumulation de ces jours sans histoire construisait une vie qui nous appartenait en propre. Michael n'était jamais très bavard. Il parlait rarement de son travail et était maladroit pour exprimer ses sentiments. Mais c'était simplement Michael. Je croyais qu'il était un homme qui s'occupait de sa famille avec calme et constance. Après tout, il était le genre de personne qui rapportait des fleurs pour notre anniversaire et préparait un gâteau pour mon anniversaire. Les changements ont commencé l'automne dernier. Michael a dit qu'il travaillait tard plus souvent. Au début, je l'ai accepté sans y réfléchir à 2 fois. Il disait que c'était une saison chargée dans le secteur de la construction. Un projet majeur était en cours, expliquait-il, et son directeur ne laissait pas l'équipe partir à l'heure. J'ai compris. Je pensais que mon mari devait être épuisé. Mais ses heures de retour sont devenues de plus en plus tardives. 22 heures est devenu 23 heures, et certaines nuits, il a commencé à rentrer après 1 heure du matin. Quand j'appelais, il disait qu'il était en réunion et qu'il rappellerait, mais il ne le faisait jamais. Ses réponses aux SMS ralentissaient également. Il avait l'habitude de répondre immédiatement. Ce projet est à son apogée en ce moment. Supporte-moi encore un peu, disait-il, le visage marqué par la fatigue. Il ne semblait pas y avoir de place pour le doute. Il avait des cernes sous les yeux et les épaules affaissées. En tant qu'épouse, tout ce que je pouvais faire était de préparer un dîner chaud et d'attendre. Parfois, j'emballais son dîner dans un récipient isotherme et le laissais près de la porte d'entrée. Mais ensuite, des choses étranges ont commencé à attirer mon attention. Un par un, le fond d'écran du téléphone de Michael a changé. C'était autrefois notre photo de mariage, mais elle avait été remplacée par une photo de paysage monochrome. Quand je lui ai demandé, il a simplement dit qu'il avait envie de changer. Cela semblait être un détail, mais un coin de mon cœur s'est senti lourd. Ses temps de douche sont devenus plus longs. Il se dirigeait directement vers la salle de bain dès qu'il rentrait et n'en ressortait pas avant plus de 30 minutes. C'était un homme qui, auparavant, était trop fatigué pour même se laver après le travail. Après ses douches, je pouvais sentir l'odeur de l'eau de Cologne. Il n'en avait jamais porté auparavant. Son style vestimentaire a également changé.
Il a commencé à acheter de nouvelles chemises au lieu des vieilles qu'il portait depuis des années. Sa coiffure a changé, il a commencé à se faire couper les cheveux dans un salon, et non plus chez le simple barbier où il allait d'habitude. Il n'y avait rien de mal à se soucier de son apparence, mais je m'interrogeais, pourquoi maintenant? Pourquoi si soudainement? Le week-end, il a commencé à aller à la salle de sport. Se mettant soudainement à l'exercice au milieu de la quarantaine, il quittait la maison chaque samedi matin. J'aurais dû être heureuse qu'il prenne soin de sa santé. Mais pour une raison quelconque, une partie de moi se sentait mal à l'aise. Vêtu de vêtements de sport, Michael revenait bien après l'heure du déjeuner, seulement pour prendre une autre douche. Faire du sport me fait me sentir tellement mieux, disait-il. Mais son visage était éclatant. C'était différent du visage usé par le travail. On aurait dit qu'il y avait une autre raison. Était-ce l'intuition d'une femme? Un sentiment persistant que quelque chose n'allait pas ne cessait de me tourmenter. Nos conversations se sont raréfiées. Nous avions l'habitude de partager brièvement nos journées après le dîner, mais maintenant il se contentait de fixer son téléphone pendant les repas. Quand je lui demandais à quoi il pensait, il répondait « rien ». Même quand nous étions ensemble, je me sentais seul. C'était comme si un mur invisible s'était dressé entre nous. Le moment décisif est survenu il y a un mois. Ce jour-là, Michael est parti en disant qu'il devait encore travailler tard. Je suis allé dans un restaurant près de Grand Central Terminal pour retrouver mon amie Sarah. C'était une amie d'université que je voyais encore occasionnellement après mon mariage. Nous avons discuté pendant le dîner, échangeant des histoires. Soudain, je l'ai vue. À travers la fenêtre d'un café de l'autre côté de la rue, mon mari, Michael, était assis. Mon cœur a sombré. Mais Michael n'était pas seul. Une femme était assise en face de lui. Elle avait de longs cheveux noirs et portait un manteau bordeaux. Michael souriait. C'était une expression détendue et heureuse que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Mes jambes se sont dérobées. Sarah m'a attrapé le bras. Je voulais entrer en trombe et le confronter, mais mes pieds ne bougeaient pas. À ce moment-là, Michael a tendu la main sur la table et a pris celle de la femme. C'était un geste naturel, comme s'il avait été répété d'innombrables fois. Grace, reprends-toi. Sortons d'ici, a pressé Sarah, en m'entraînant dans une ruelle. Je ne pouvais plus respirer correctement. C'était l'homme avec qui j'avais vécu pendant 7 ans, l'homme que je croyais ordinaire et sincère, et maintenant il était assis là, tenant la main d'une autre femme. Je suis rentré chez moi. Le salon vide me semblait étranger. Je me suis affalé sur le canapé et suis resté là, hébété. Michael est revenu après 1h du matin. Le son de la porte d'entrée qui s'ouvrait a fait s'emballer mon cœur. J'hésitais entre l'accueillir comme d'habitude ou le confronter immédiatement. « Tu es encore debout? Tu aurais dû te coucher tôt, » a dit Michael, son expression tout à fait normale. C'était le visage d'un menteur. Le même homme qui tenait la main d'une autre femme quelques heures plus tôt se tenait maintenant devant moi, agissant comme si de rien n'était. Je me suis mordu la lèvre. La pensée m'a frappé que je ne devais rien dire de précipité. « Le travail est très dur en ce moment, ai-je demandé, essayant de paraître aussi calme que possible. Michael a acquiescé et est allé dans la salle de bain. J'ai entendu la douche couler. Je suis resté sur le canapé. J'avais envie de pleurer, mais je me suis retenu. Je ne pouvais pas pleurer. C'était le moment d'avoir la tête froide. Dès le lendemain, j'ai commencé à observer. J'ai noté les heures de trajet de Michael, ses déplacements le week-end et ses habitudes d'utilisation du téléphone. Les jours où il prétendait travailler tard, je vérifiais le parking de l'entreprise. Sa voiture n'était pas là. J'ai vérifié discrètement les registres de sa salle de sport. Il ne s'était enregistré qu'une seule fois. J'étais certaine que mon mari avait une liaison, mais la certitude ne suffisait pas. J'avais besoin de preuves, des preuves claires et recevables en justice. Je n'avais aucune idée de la manière de les obtenir. J'ai résisté à l'envie de fouiller son téléphone la nuit. Michael avait un verrouillage biométrique et l'emportait même avec lui dans la salle de bain. Un homme aussi prudent ne laisserait pas de traces. Je passais mes journées dans un état d'impuissance. Je ne savais pas que devoir faire semblant de ne pas savoir ce que je savais pouvait être aussi atroce. Une semaine a passé. Michael continuait d'utiliser le travail tardif et la salle de sport comme excuse pour s'absenter tandis que je gardais seul notre maison vide. Je ne pouvais pas le dire à mes amis. J'avais honte.
Et plus important encore, je ne pouvais pas répandre de rumeurs sans preuve concrète. Cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit, fixant le plafond. À côté de moi, Michael dormait paisiblement. Le visage du menteur était serein. J'ai serré les poings. Je ne pouvais pas le confronter impulsivement. Un éclat émotionnel pourrait me désavantager. J'ai pris une décision. Je serai froide, minutieuse et je confirmerai les faits. Je devais tout découvrir, si mon mari avait vraiment une liaison, qui était cette femme et jusqu'où allait leur relation. Ce n'est qu'alors que je pourrais répondre correctement. Notre mariage continuait, mais une fissure irréparable s'était déjà formée entre nous. Après avoir vu Michael et cette femme au café, je ne pouvais plus dormir correctement. Chaque fois que je fermais les yeux, la scène se rejouait dans mon esprit. Leurs mains jointes sur la table, le sourire détendu de Michael, tout était si vif. Le lendemain, j'ai commencé une observation à grande échelle. J'ai consigné ses heures de travail et suivi ses activités du week-end. Un soir où il prétendait travailler tard, je me suis rendu au parking de son bureau. Sa voiture n'y était pas. C'était un mensonge. J'ai également vérifié discrètement son abonnement à la salle de sport et j'ai découvert qu'il n'y était allé qu'une seule fois, le jour de son inscription. La conviction était là, mais je n'avais aucune preuve. Michael était méticuleux. Son téléphone était sécurisé par une empreinte digitale et il l'emportait avec lui-même aux toilettes. J'ai vérifié les relevés de carte de crédit, mais il n'y avait aucune dépense suspecte. Il utilisait manifestement de l'argent liquide. J'ai fouillé sa voiture, regardant sous le tapis de sol côté passager et ouvrant la boîte à gants. Il n'y avait rien. C'était propre. C'était si propre que c'en était suspect. Michael n'était pas une personne ordonnée. Pourtant, sa voiture était maintenant impeccablement entretenue, sans un seul reçu en vue. 2 semaines ont passé ainsi. Ma certitude grandissait, mais je n'avais aucune preuve concrète. J'ai envisagé d'engager un détective privé, mais le coût était important, et je me demandais si c'était nécessaire. Je savais déjà. Mon mari me trompait. Un soir, alors que Michael s'apprêtait à repartir, prétendant travailler tard, je n'ai pas pu me retenir. J'ai pris la parole. Tu rentres si tard ces derniers temps. Le travail est vraiment si prenant? Michael a marqué une pause, mais a rapidement repris son calme. La date limite du projet est le mois prochain. Supporte-moi encore un peu. Le visage du menteur était serein. Il m'a regardé droit dans les yeux et a menti. Mon cœur s'est brisé. Je ne pouvais pas poser d'autres questions. Le presser sans preuve ne ferait que me faire passer pour une épouse soupçonneuse. J'ai fait des recherches sur Internet. Infidélité, divorce, pension alimentaire, preuves. J'ai passé la nuit entière à chercher des informations à ce sujet. Et j'ai réalisé que l'infidélité n'est pas une question d'émotion, mais une question de droit. Peu importe ma certitude, elle était inutile sans preuve. J'ai posté anonymement sur un forum de consultation en ligne d'un cabinet d'avocats, expliquant ma situation et demandant conseil. Quelques jours plus tard, une réponse est arrivée. C'était une froide dose de réalité. Le soupçon seul ne suffisait pas. J'avais besoin de preuves objectives et claires. Des photos, des vidéos, des enregistrements audio, des SMS, des choses de ce genre étaient nécessaires. J'ai décidé de rencontrer un avocat en personne. J'ai appelé un cabinet d'avocats trouvé en ligne et j'ai pris rendez-vous pour une consultation. 2 jours plus tard, les mains tremblantes, je me suis dirigé vers le bureau de l'avocat. Cela ressemblait à la fin réelle. Le cabinet d'avocats Johnson et Associés se trouvait au 8e étage d'un immeuble près de Grand Central. C'était un bureau soigné. J'ai passé la réception et suis entré dans une salle de conférence. Robert Johnson, un avocat spécialisé dans les divorces, m'a accueilli. Il semblait avoir environ 45 ans. Comment puis-je vous aider? D'une voix tremblante, j'ai expliqué ma situation, les changements de mon mari, la scène dont j'avais été témoin et mon incapacité à trouver des preuves. Monsieur Johnson écoutait calmement en prenant des notes. Quand j'eus fini, il parla avec calme. Tout d'abord, il est clair qu'engager une action en justice dans votre état actuel sera difficile. Le tribunal ne reconnaîtra pas les soupçons et les preuves circonstancielles. C'était la réponse que j'attendais, mais l'entendre directement était dévastateur. Monsieur Johnson a continué. Dans un procès pour infidélité, le plus important est la preuve irréfutable.
Il vous faut des choses comme des photos ou des vidéos d'eux entrant dans un hôtel, des SMS ou des journaux de discussion prouvant une relation intime, ou des enregistrements audio. À tout le moins, vous devez être en mesure de prouver qu'ils se voient de manière continue. Il a tourné son ordinateur portable pour me montrer des précédents judiciaires. Il a expliqué que le simple fait d'être ensemble sur une photo ne suffisait pas. Un contact physique ou des expressions claires d'affection devaient être visibles. Même la scène que j'avais vue au café serait difficile à admettre comme preuve. Alors, que dois-je faire, ai-je demandé. Monsieur Johnson a réfléchi un instant avant de répondre avec prudence. Si vous ne voulez pas un divorce immédiat, il est préférable de prendre votre temps et de garantir des preuves. Si vous confrontez brusquement votre mari ou soulevez le problème, il ne fera que devenir plus prudent. Ma poitrine se serra. Il me disait de prétendre que je ne savais rien, d'agir comme une épouse normale jusqu'à ce que je l'attrape. Pourrais-je l'endurer? Dormir dans le même lit qu'un menteur chaque nuit? Que se passe-t-il si je divorce sans preuve? Monsieur Johnson a répondu froidement. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord sur un divorce par consentement mutuel, vous devrez aller au procès. Sans preuve, il sera difficile de prouver les motifs de la dissolution du mariage. Les biens seront probablement partagés à 50-50e, et il sera difficile d'obtenir une pension alimentaire. Dans le pire des cas, cela pourrait même se retourner contre vous, donnant l'impression que vous exigez unilatéralement le divorce. Ce fut un choc. Michael était celui qui avait une liaison, et pourtant je pouvais être celle qui était désavantagée. La loi avançait sur des preuves, pas des émotions. Peu importait ma souffrance, peu importait mon sentiment de trahison, rien de tout cela ne comptait. La consultation a duré environ 1 heure. Monsieur Johnson a expliqué les méthodes de collecte de preuves, le processus d'embauche d'un enquêteur et les étapes d'un procès. Enfin, il m'a remis sa carte de visite. Contactez-moi à nouveau quand vous aurez obtenu des preuves. Nous pourrons alors procéder formellement. J'ai quitté le bureau. Dans l'ascenseur, j'ai vu mon reflet dans le miroir. J'avais l'air hagard. Je ne pouvais pas croire à quel point j'avais changé en seulement quelques semaines. Je suis sorti du hall dans l'air frais qui a effleuré mon visage. Sur le chemin du retour, mon esprit était un désordre. J'avais décidé de divorcer, mais je ne pouvais pas avancer. Je n'avais aucune preuve. Je voulais confronter Michael immédiatement, mais je devais me retenir, cela pourrait se retourner contre moi. Savoir et prouver étaient 2 choses totalement différentes. Je suis arrivé à la maison et me suis assis seul dans le salon vide. Seul le tic-tac de l'horloge murale se faisait entendre. J'ai fixé le mur où était accrochée notre photo de mariage. C'était nous, il y a 7 ans, souriants. Nous étions heureux alors. Ou du moins, je le croyais. Les larmes ont commencé à couler. Les émotions que j'avais contenues ont éclaté. J'ai crié à haute voix, seul dans la maison vide. Combien de temps ai-je pleuré? Le temps que mes larmes s'arrêtent, le ciel s'était assombri. Michael est rentré tard ce jour-là aussi. Il était plus de 1 heure du matin. J'étais allongé dans la chambre. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, le bruit de ses chaussures qu'il enlevait dans l'entrée, et lui qui allait dans la salle de bain. J'ai entendu la douche. 30 minutes plus tard, Michael s'est mis au lit. J'ai fermé les yeux, faisant semblant de dormir. Je pouvais entendre sa respiration. Elle était calme, paisible. Le menteur dormait profondément. Je suis resté éveillé toute la nuit à fixer le plafond. Dès le lendemain, la vie a repris son cours. Le matin, j'aidais Michael à se préparer pour le travail, et le soir, je dînais seul. Michael rentrait toujours tard, prétendant travailler tard. Le week-end, il sortait en disant qu'il allait à la salle de sport. Ce n'était que des mensonges, mais je ne pouvais pas dire un mot. Mon amie Sarah a appelé. Elle a dit qu'elle était inquiète parce que je n'avais pas donné de nouvelles depuis ce jour-là. Elle a demandé à me voir, mais j'ai décliné. Je n'avais pas l'énergie émotionnelle de voir qui que ce soit. Grace, est-ce que tu souffres à cause de ça? A demandé Sarah doucement. Je n'ai pas pu répondre. Une boule s'est formée dans ma gorge. Elle a soupiré et a dit, ne traverse pas ça toute seule. Appelle-moi n'importe quand, d'accord? Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mais je ne pouvais le dire à personne. J'avais honte. Et plus important encore, je ne pouvais pas répandre de rumeurs sans preuve. C'était une douleur que je devais porter seul.
Je ne pouvais pas dormir la nuit. Allongé à côté de Michael, je me sentais étouffé. C'était atroce d'être dans le même espace, mais je ne pouvais pas le montrer. Je devais agir comme une épouse normale. Je souriais quand je devais sourire et je répondais quand je devais répondre. J'ai perdu du poids. Je n'avais pas d'appétit. Tout avait un goût de sable. Quand je me regardais dans le miroir, mes yeux étaient enfoncés. Michael n'a rien remarqué. Ou plutôt, il a fait semblant de ne rien remarquer. Peut-être qu'il s'en fichait, tout simplement. Un mois a passé ainsi. J'étais certaine, mais je n'avais aucune preuve. Je voulais divorcer, mais je ne pouvais pas agir. La loi n'était pas de mon côté. Une épouse sans preuve était dans une position plus faible que son mari infidèle. J'étais confuse. Je ne savais pas quoi faire. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond. À côté de moi, Michael dormait paisiblement. Je m'effondrais psychologiquement. La douleur était trop lourde à porter seule. Mais je devais endurer. Je me disais que la vérité finirait par éclater et que je devais tenir bon jusque-là. C'était un mardi après-midi ordinaire. Michael était au travail et j'étais à la maison en train de travailler sur un projet de traduction. La sonnette a retenti. Pensant qu'il s'agissait d'une livraison de colis, j'ai vérifié l'interphone. Un inconnu se tenait là. Il était en costume, paraissant avoir un peu plus de 40 ans. « Qui est-ce » ai-je demandé. L'homme a regardé directement la caméra de l'interphone et a répondu d'une voix calme. « Êtes-vous Grace Miller ? J'aimerais vous parler un instant. C'est au sujet de Michael Davis. » Mon cœur a lâché. Au sujet de Michael ? Était-ce un collègue ? Un créancier ? Toutes sortes de pensées se bousculaient dans mon esprit, mais je n'avais d'autre choix que d'ouvrir la porte. Je suis sorti. L'homme m'a tendu une carte de visite. On pouvait y lire « James Carter, cadre supérieur, Sterling Construction ». Il avait une apparence soignée, mais son regard était aiguisé. Il ressemblait à quelqu'un qui était venu avec une ferme résolution. « Et si nous allions prendre un café ? Il y a quelque chose que je dois vous dire, a dit M. Carter. Son ton ne laissait aucune place au refus. Nous sommes allés dans un café calme à proximité et nous nous sommes assis à une table près de la fenêtre. M. Carter a pris une gorgée de son café et a commencé. Ma femme voit votre mari. Ce fut un coup direct. Je ne pouvais plus respirer. Je m'y attendais, mais l'entendre si directement rendait la chose douloureusement réelle. Mes mains ont commencé à trembler. M. Carter a continué. Ma femme s'appelle Jessica Vance. Elle a 29 ans et travaille dans une agence de publicité. Elle a commencé à voir votre mari en octobre dernier. Il a sorti une enveloppe Kraft de son sac et l'a posée sur la table. D'une main tremblante, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des photographies des photos de Michael et d'une jeune femme ensemble. Elles avaient été prises dans divers endroits, des cafés, des restaurants, devant un cinéma, sur le parking d'un hôtel. C'était la même femme que j'avais vue ce jour-là, celle avec les longs cheveux noirs et le manteau bordeaux. Sur les photos, Michael souriait. C'était une expression heureuse que je n'avais pas vue depuis longtemps. Mon cœur s'est effondré. Je collecte des preuves depuis 6 mois. J'ai engagé un détective privé et je les ai même suivis moi-même. La voix de M. Carter était calme, mais je pouvais sentir la colère et la douleur sous-jacente. Il était dans la même situation que moi, une personne trahie par son conjoint. D'autres photos ont émergé, eux marchant main dans la main, s'embrassant dans une voiture, entrant dans le hall d'un hôtel. C'était une preuve indéniable. Les preuves que j'avais désespérément cherchées étaient maintenant juste devant moi. J'ai commencé à avoir des soupçons en septembre dernier. Les retours tardifs de ma femme au travail sont devenus plus fréquents. Il a dit que sa situation était identique à la mienne. Lui aussi avait remarqué les changements, était devenu méfiant et avait tenté de confirmer ses craintes. Travailler tard est courant dans le milieu de la publicité, mais quelque chose semblait différent. Ses heures de retour étaient irrégulières et elle a commencé à sortir souvent le week-end. L'histoire de M. Carter continuait. L'écran du téléphone de sa femme qui changeait, son style vestimentaire qui se modifiait, elle qui commençait à porter du parfum, c'était exactement ce que j'avais vécu. J'étais convaincu, alors j'ai engagé un enquêteur. Après un mois de surveillance, j'ai découvert qu'elle rencontrait régulièrement quelqu'un. Votre mari ?
Il a expliqué chaque photo une par une. 15 octobre, un restaurant près de Grand Central. 22 octobre, Bryant Park. 3 novembre, un cinéma à Times Square. 17 novembre, un hôtel dans l'Upper East Side. Les dates et les lieux étaient méticuleusement enregistrés. Ce n'était pas juste une aventure passagère, ils se voyaient régulièrement et entretenaient une relation. La plus récente date d'il y a une semaine. Ils ont passé 4 heures ensemble dans cet hôtel de l'Upper East Side. C'était la dernière photo, 2 voitures garées côte à côte dans le garage de l'hôtel et leur dos alors qu'ils entraient ensemble dans l'hôtel. C'était une preuve irréfutable. Pourquoi me montrez-vous cela? Ai-je enfin réussi à demander. Monsieur Carter a pris une autre gorgée de café et a répondu, nous sommes dans le même bateau. Vous et moi avons tous deux été trahis. J'ai pensé que vous aviez le droit de savoir. Il avait raison. J'avais besoin de savoir. Je ne devais pas souffrir dans le soupçon, j'avais besoin de connaître les faits clairs. Monsieur Carter a poursuivi. Selon le rapport de l'enquêteur, leur relation dure depuis plus de 6 mois. Ils se sont vus au moins 2 ou 3 fois par semaine et sont allés à l'hôtel plus de 5 fois. Les chiffres précis sont tombés. C'était une froide réalité, un témoignage de la durée pendant laquelle nous avions tous deux été trompés. Au début, j'allais simplement confronter ma femme, mais j'ai changé d'avis. C'est un problème entre 2 personnes. L'expression de Monsieur Carter s'est durcie. Je pouvais sentir sa colère contenue. Il n'était pas émotif, il était froid et rationnel. Votre mari est également responsable. C'est un homme marié qui s'est impliqué avec une autre femme. Ma femme est aussi une femme mariée qui a eu une liaison. Il avait raison. Michael et Jessica étaient tous deux en tort. C'étaient des personnes mariées qui avaient entamé une relation avec quelqu'un d'autre. Monsieur Carter et moi étions les victimes. Le saviez-vous, a-t-il demandé. J'ai acquiescé. Je les ai vus par hasard il y a un mois ensemble dans un café. J'ai essayé de le confirmer par la suite, mais je n'ai trouvé aucune preuve. M. Carter a hoché la tête avec compréhension. J'étais pareil. Au début, j'ai tout gardé pour moi. J'étais méfiant mais je ne pouvais pas être sûr, et je n'avais pas de preuves pour la confronter. C'est pour cela que j'ai engagé un professionnel. Engager un enquêteur avait dû coûter cher, mais pour Monsieur Carter, cela en valait la peine pour connaître la vérité et entreprendre une action en justice. Je vais faire des copies de ces preuves pour vous. Vous en aurez besoin, a-t-il dit. J'étais reconnaissante. C'était un étranger, mais il m'aidait en tant que personne vivant la même situation difficile. J'avais besoin de ces preuves. C'était la preuve irréfutable dont mon avocat m'avait parlé. J'ai aussi le rapport original de l'enquêteur. Il est organisé par date avec le lieu et l'heure, tout est enregistré. Il a sorti son téléphone et m'a montré le fichier. C'était un journal de leur rencontre compilé dans un tableur. Plus de 30 rencontres d'octobre jusqu'à présent étaient listées méticuleusement. C'était un matériel systématique qui serait sûrement accepté au tribunal. Avez-vous consulté un avocat, a-t-il demandé. J'ai acquiescé. J'y suis allé il y a un mois. Il a dit que j'avais besoin de preuves. Monsieur Carter a eu un sourire amer. C'est exact. La loi avance sur des preuves, pas des émotions. Peu importe votre certitude, c'est inutile si vous ne pouvez pas le prouver. Nous sommes restés assis en silence un instant, chacun ressassant sa propre douleur. Un lien d'empathie s'est formé entre 2 personnes vivant la même souffrance. Pour être honnête, j'étais furieux au début contre votre mari, a dit Monsieur Carter. Je comprenais. J'avais été en colère contre Jessica, moi aussi la femme qui a séduit mon mari. C'est ce que je pensais, mais j'ai réalisé ensuite que ma femme était tout aussi blâmable. Elle s'est impliquée avec un homme marié. Ils sont tous les 2 en tort. Il avait raison. Michael avait tort et Jessica avait tort. Ce n'était pas la faute d'une seule personne. C'était une relation qu'ils avaient construite ensemble, et ils avaient tous 2 trahi leur famille. Qu'avez-vous l'intention de faire? A demandé Monsieur Carter. Après une longue pause, j'ai répondu. Je vais demander le divorce. J'en suis certaine maintenant. Monsieur Carter a acquiescé. Moi aussi. J'ai déjà consulté un avocat et je prépare un procès. Nous nous sommes regardés. Nous étions des victimes dans la même situation des personnes qui avaient été trahies par leur conjoint et qui avaient souffert seules.
Mais maintenant, nous n'étions plus seuls. Le simple fait de savoir qu'il y avait quelqu'un qui comprenait ma douleur était un réconfort. Je vais vous donner mon numéro. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi quand vous voulez. Monsieur Carter a sorti une autre carte de visite. Il y avait son numéro de portable personnel dessus. Je lui ai donné mon numéro également. Nous avons quitté le café. Monsieur Carter est parti en voiture et je suis resté là un moment, tenant l'enveloppe de preuves. J'avais maintenant des preuves claires et indéniables. Sur le chemin du retour, une vague d'émotions complexes m'a envahi, tristesse, colère, trahison et, curieusement, un sentiment de soulagement. C'était maintenant certain. Je n'avais plus besoin de douter ou de chercher des preuves. Je suis arrivé à la maison. Je me suis assise sur le canapé du salon et j'ai de nouveau regardé les photos. Michael et Jessica souriant ensemble, se tenant la main, s'embrassant, tout était si vif. Je savais maintenant avec qui mon mari avait été, depuis combien de temps et de quelle manière. J'ai pris mon téléphone. J'ai trouvé la carte de visite de l'avocat Robert Johnson. J'étais sur le point de composer le numéro mais je me suis arrêté. Pas encore. J'avais besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir. J'avais les preuves, mais maintenant je devais faire le vrai choix. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait. La journée avait été longue. Le matin, j'étais seul. Mais le soir, j'avais un allié, un homme nommé James Carter, qui était dans la même situation. Nous n'étions plus seuls. Nous étions des personnes qui avaient souffert de la même douleur et affronté la même vérité. 3 jours s'étaient écoulés depuis que j'avais rencontré James. J'avais passé et repassé en revue les photos et les documents qu'il m'avait donnés. Cela faisait mal à chaque fois que je les regardais, mais cela apportait aussi de la clarté. Je n'avais plus à vivre dans le soupçon, j'avais des preuves. J'ai pris mon téléphone pour appeler mon avocat, Robert Johnson, mais juste avant d'appuyer sur le numéro, je me suis arrêté. Quelque chose ne tournait pas rond. J'hésitais sur l'opportunité d'entamer la procédure de divorce immédiatement ou d'attendre encore un peu. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était James. Il voulait qu'on se voie, disant qu'il avait quelque chose à discuter. Sa voix était sérieuse. Cela semblait important. Nous avons convenu de nous retrouver au même café. James était déjà là quand je suis arrivé, assis à la table près de la fenêtre, sirotant son café. Il m'a fait signe de m'asseoir. Alors que je m'asseyais, il a hésité un moment avant de parler. J'ai une proposition. Son expression était grave. Je me demandais ce que cela pouvait être. James a sorti quelque chose de son sac. C'était une mallette noire. Il l'a posée sur la table et a fait claquer les loquets métalliques. La mallette était remplie de liasses de billets de $100. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge et mon cœur a commencé à cogner. Les liasses d'argent scintillaient sous les lumières fluorescentes. Je ne comprenais pas ce qui se passait. $100 000 tout de suite. Ne demande pas le divorce, a dit James. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il m'offrait $100 000 et me disait de ne pas divorcer. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi paierait-il pour le divorce de quelqu'un d'autre? Et quelles étaient ses intentions? De quoi parlez-vous, ai-je demandé. James a commencé à expliquer calmement. Si vous demandez le divorce maintenant, vous serez la seule perdante. Agir sous le coup de l'émotion sans preuve ne profitera qu'aux coupables. Cela ressemblait à ce que mon avocat avait dit, mais les paroles de James portaient une intention plus spécifique. Laissez-moi vous dire mon plan. Je ne vais pas demander le divorce tout de suite. Je vais attendre au moins 3 mois de plus. J'étais sur le point de demander pourquoi, mais il a expliqué d'abord. J'attends le moment le plus préjudiciable sur le plan juridique. Laissez-les s'enfoncer davantage. Laissez-les laisser plus de preuves. C'était un calcul froid. Ce n'était pas de l'émotion, c'était de la stratégie. James ne voulait pas de vengeance, il voulait répondre d'une manière juridiquement irréprochable. Si nous intentons un procès maintenant, ils seront surpris un instant, mais ils trouveront vite des excuses. Ils diront que c'était une erreur, un égarement temporaire. Mais si nous laissons passer du temps et accumulons plus de preuves, il n'y aura plus de place pour les excuses. C'était logique. Cela faisait sens, mais il y avait encore une partie que je ne comprenais pas. Mais pourquoi me dites-vous de ne pas divorcer?
James a pris une gorgée de son café et a répondu, « Si vous lancez la procédure de divorce en premier, mon plan sera ruiné. Votre mari deviendra prudent et ma femme le saura. Ensuite, ils détruiront les preuves et deviendront plus prudents. » J'ai compris. Si je bougeais la première, Michael deviendrait nerveux, ce qui serait communiqué à Jessica, et ils deviendraient tous deux sur leur garde. Cela entraverait la collecte de preuves de James. Nous sommes dans le même bateau. Vous et moi avons été lésés de la même manière. Alors, finissons correctement, parfaitement, légalement. Le regard de James était vif. Ce n'était pas une proposition, c'était une demande de collaboration, un appel aux victimes pour unir leurs forces et répondre efficacement. J'ai regardé la mallette à nouveau. 100 000 $. C'était beaucoup d'argent, mais je ressentais un sentiment de résistance. Cela ressemblait à un marché. J'avais l'impression qu'il achetait mon divorce avec de l'argent. Je ne divorce pas parce que j'ai besoin d'argent, ai-je dit. James a hoché la tête. Je sais, mais c'est une compensation pour les 3 mois que vous devrez endurer. Je sais que ce n'est pas une chose facile à faire. Il avait raison. Endurer pendant 3 mois de plus ne serait pas facile. Cela signifiait vivre dans la même maison avec Michael, faire semblant de ne pas savoir. Cela signifiait dormir dans le même lit avec un menteur chaque nuit. Pour être honnête, c'est dur pour moi aussi. C'est douloureux de voir ma femme tous les jours et de faire semblant de ne pas savoir, mais j'endure cela pour en finir correctement. L'émotion a percé dans la voix de James. Il luttait, lui aussi. Nous souffrions de la même douleur, et malgré tout, il collectait des preuves et élaborait des plans. Un divorce prématuré peut en fait profiter aux coupables. Si vous poursuivez maintenant, les actifs seront partagés à 50-50e, et vous n'obtiendrez pas grand-chose en pension alimentaire. Mais si nous accumulons des preuves d'une rupture irrémédiable du mariage, les choses seront différentes. Il a expliqué les aspects juridiques. Il avait manifestement consulté un avocat. James était préparé. Il abordait cela avec raison, non avec émotion. Nous les laissons développer une relation plus profonde. Laissons-les partir en voyage ensemble, commencer à vivre ensemble, peut-être même tomber enceinte. Si cela arrive, il n'y aura absolument plus de place pour les excuses. Un frisson m'a parcouru l'échine. C'était calculateur, mais il n'avait pas tort. Plus il y avait de preuves, plus la relation était claire, plus ce serait avantageux dans un procès. C'est ce que James visait. Les 100 000 $ sont une compensation pour le temps que vous devez endurer, et c'est aussi un gage de ma gratitude pour votre coopération à mon plan. Il a poussé la mallette vers moi. Les liasses de billets étaient serrées. C'était réel. James était sérieux. J'ai hésité. Devais-je accepter? Était-ce la bonne chose à faire? Mais à la réflexion, James avait raison. Si je divorçais maintenant, je n'étais pas préparé. J'avais quelques preuves, mais j'avais besoin de quelque chose de plus définitif. Donc, vous dites que si je bouge la première, votre plan sera ruiné? James a hoché la tête. C'est exact. Si votre mari le découvre, il le dira à ma femme. Alors, soit ils rompront immédiatement, soit ils deviendront au moins plus prudents. Il sera plus difficile de recueillir des preuves. J'ai compris. Nous étions liés. Tout comme Michael et Jessica formaient un couple, James et moi étions dans le même bateau. L'action d'une personne affecterait l'autre. Alors, que ferez-vous après 3 mois, ai-je demandé. James a répondu clairement. Nous déposons les plaintes simultanément. Le même jour, à la même heure, nous demandons tous les deux le divorce et poursuivons l'autre partie pour adultère. Ils n'auront pas le temps de réagir. C'était stratégique. Il était comme un soldat, un homme qui planifiait et préparait tout, un homme qui privilégiait la raison sur l'émotion. J'ai déjà consulté un avocat et les préparatifs du procès sont presque terminés. Vous devriez également trouver un avocat et vous préparer discrètement. Il a expliqué cela étape par étape, comme s'il exposait un plan d'affaires. Mais ce n'était pas des affaires, c'était nos vies, la fin de nos mariages. J'étais partagé. D'un côté, je voulais divorcer immédiatement. Je ne voulais plus vivre avec Michael un seul instant. Mais d'un autre côté, James avait raison. Une réaction irréfléchie pourrait être désavantageuse. Et si je refuse? James a réfléchi un instant et a répondu honnêtement. Je ne peux pas vous en empêcher. C'est votre décision,
mais j'aimerais vous demander une faveur. Donnez-moi au moins le temps de me préparer. Ne serait-ce qu'un mois. Il était désespéré. James était tout aussi tourmenté que moi. Combien d'efforts avait-il consacré à recueillir des preuves et à faire des plans? Tout cela pourrait être anéanti par mon seul choix. J'ai pris ma décision. J'accepterai. J'accepterai la proposition de James, non pas pour l'argent, mais parce que je voulais en finir correctement. Je ne voulais pas donner à Michael une chance de trouver des excuses. D'accord, j'attendrai 3 mois. Un regard de soulagement a envahi le visage de James. Merci. Vous ne le regretterez pas. Il a poussé la mallette complètement vers moi. Je l'ai prise. Elle était lourde non pas du poids de l'argent, mais du poids de mes décisions. Maintenant, je devais endurer pendant 3 mois de plus, agissant comme une épouse normale à côté de Michael. Encore une chose. S'il vous plaît, ne laissez pas votre mari soupçonner quoi que ce soit. Vous devez agir comme vous le faites normalement, a insisté James. J'ai hoché la tête. Je savais que je devais jouer la comédie. Je devais prétendre être une épouse qui ne soupçonne rien. Je ferai de même. Devant ma femme, je serai le mari qui ne sait rien. Je m'assurerai qu'elle ne le découvre jamais. Nous nous sommes regardés. Nous avions l'impression d'être des complices, mais nous ne complotions pas quelque chose de mal. Nous préparions une réponse juste, obligeant les traîtres à assumer leurs responsabilités. Gardons les contacts au minimum. Je ne vous contacterai discrètement que si nécessaire, a dit James. J'ai compris. Des contacts fréquents pourraient éveiller les soupçons. Michael pourrait voir mon téléphone ou Jessica pourrait vérifier celui de James. Je vous ferai savoir si je découvre des informations importantes. Vous devriez également partager tout ce que vous découvrez. C'était la suggestion de James de partager des informations pour se tenir mutuellement informés des mouvements de Michael et de l'emploi du temps de Jessica, mais, n'essayez pas de les suivre ou de mener des enquêtes de votre côté. Nous ne pouvons pas risquer de nous faire prendre. Il voulait dire que nous devions être prudents. Nous ne pouvions pas agir sous le coup de l'émotion, nous devions avancer calmement et méthodiquement. Nous avons quitté le café. James est parti le premier. Je suis resté là, tenant la mallette contenant $100 000. Je pouvais sentir son poids. J'ai pris un taxi. Sur le chemin du retour, je regardais par la fenêtre. J'avais l'impression d'avoir conclu un marché, d'avoir vendu mon endurance pour de l'argent. Mais je ne me sentais pas mal. En fait, je ressentais un sentiment de clarté. J'avais un but maintenant, endurer pendant 3 mois. Pendant ce temps, Michael ne saurait rien. Jessica non plus. Ils continueraient à se voir et leur relation s'approfondirait, et dans 3 mois, nous déposerions nos plaintes simultanément. C'est seulement alors que Michael et Jessica réaliseraient à quel point ils avaient été surveillés de près. Je suis rentré à la maison. J'ai caché la mallette au fond d'un placard, un endroit que Michael ne trouverait jamais. Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage me paraissait étranger. Je ressemblais à une personne différente d'il y a un mois. J'avais changé. Je n'étais plus l'épouse naïve. J'étais maintenant une femme avec un plan, une femme avec un but, une femme se préparant pour le jour où je ferais face à Michael. Une alliance prudente avait commencé, une collaboration entre James et moi. Une semaine s'était écoulée depuis mon accord avec James. Je devais redevenir une épouse ordinaire, feignant de ne rien savoir, de ne rien soupçonner. C'était plus dur que je ne le pensais. C'était le matin. Michael se préparait pour le travail, mettant sa chemise et sa cravate habituelle. J'ai mis la table pour le petit déjeuner. Œufs brouillés et toast. Un petit déjeuner normal. Merci, a dit Michael. J'ai souri, essayant de paraître naturel. Il n'a rien remarqué. Il a mangé son petit déjeuner confortablement. Tu travailles encore tard aujourd'hui, ai-je demandé, comme je le faisais toujours. Michael a hoché la tête. Oui, la date limite du projet est la semaine prochaine. Supporte-moi encore un peu. C'était un mensonge. Je savais que le projet était terminé depuis un mois. J'avais vérifié le site web de l'entreprise, mais j'ai fait semblant de ne pas savoir. Alors tu devrais probablement manger dehors. Dois-je te préparer quelque chose, ai-je demandé gentiment. Michael a fait un signe de la main. Non, c'est bon. Je mangerai près du bureau. Ne t'inquiète pas pour ça. Il mangerait avec Jessica.
Je le savais, mais mon expression n'a pas changé. J'ai juste souri et hoché la tête. Michael est parti travailler. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer. À cet instant, mon sourire s'est évanoui. J'ai fixé les restes de vaisselle sur la table. C'était ta mère. C'était mon quotidien, une épouse préparant le petit déjeuner pour un menteur. J'ai fait la vaisselle et nettoyé la maison, bougeant comme d'habitude. Mais une partie de mon esprit se demandait constamment, où est Michael maintenant? Avec qui est-il? De quoi parle-t-il? L'après-midi, j'ai reçu un SMS de James. Il était court, ce soir 19h. Restaurant près de Grand Central. C'était juste l'information sur le lieu, l'endroit où Michael et Jessica se retrouveraient. J'ai répondu, confirmé. C'était tout. Comme James l'avait dit, nous n'échangions que des faits, aucun contenu émotionnel. Si quelqu'un voyait notre conversation, il n'y aurait rien à soupçonner. Le soir est venu. J'ai mangé seul. J'ai allumé la télé, mais le contenu ne m'atteignait pas. J'ai regardé l'horloge. Michael devait être assis en face de Jessica en ce moment même, parlant et riant. J'ai regardé mon téléphone. Un autre SMS de James. C'était une seule photo prise à travers la fenêtre du restaurant. Michael et Jessica étaient assis là, buvant du vin. Mon cœur me faisait mal. Savoir était une chose, mais le voir en était une autre. Le voir de mes propres yeux rendait la chose plus vive. Mais je me suis retenu. J'ai réprimé mes émotions. C'était le moment de recueillir des preuves. Le lendemain matin était identique. J'ai préparé le petit déjeuner pour Michael et je l'ai vu partir au travail, agissant comme une épouse normale. Michael semblait de plus en plus à l'aise. Sa garde était baissée. C'était le week-end. Michael a dit qu'il allait à la salle de sport et est parti. Je savais que c'était un mensonge, mais je l'ai laissé partir. Je lui ai même dit de bien s'amuser. Il a quitté la maison d'un cœur léger. J'ai envoyé un SMS à James, mon mari est parti à 10h30. Juste une simple information. La réponse est arrivée, ma femme est également partie à 10h. Cela signifiait qu'il se voyait l'après-midi. James a appelé. Sa voix était prudente. Est-ce un bon moment pour parler? J'ai regardé autour de moi. J'étais seul à la maison. Oui, c'est bon. James a dit, j'ai capturé quelque chose d'important aujourd'hui. Je les ai vus entrer dans un condo à Long Island City. Un condo, pas un hôtel. Cela semblait plus planifié, plus permanent. Pouvez-vous découvrir au nom de qui est le bail, a demandé James. Il était possible que ce soit au nom de Michael. J'ai dit que je vérifierais. Après avoir raccroché, je suis allé dans le bureau de Michael à la maison. J'ai ouvert les tiroirs de son bureau. Il y avait divers documents, relevés bancaires, factures de carte de crédit, police d'assurance. Dans le tiroir du bas, j'ai trouvé un contrat de bail, un contrat de location pour un condo à Long Island City. Le locataire était Michael. Le bail était daté d'il y a 2 mois. J'ai pris des photos de l'intégralité du document avec mon téléphone. C'était une preuve irréfutable que Michael avait loué un condo. J'ai envoyé les photos à James. Une réponse est arrivée rapidement, parfait. Ce sera une preuve cruciale. C'était une preuve claire de la rupture du mariage. Cela signifiait que Michael avait sécurisé un espace pour rencontrer sa maîtresse. Le soir est venu. Michael est revenu portant des vêtements de sport en sueur. C'était une mise en scène pour prétendre qu'il avait été à la salle de sport. Il est allé se doucher. J'ai préparé le dîner. Michael est sorti, les cheveux mouillés, et s'est assis à table. Comment était ta séance, ai-je demandé comme s'il s'agissait d'une question normale. Michael a répondu, c'était dur, mais je me sens ragaillardi. Mon corps est plus léger. Il continuait le mensonge. J'ai hoché la tête, souriant comme si je le croyais. Michael a mangé son dîner avec une expression soulagée. Cette nuit-là, Michael s'est endormi rapidement. Était-il fatigué, ou son esprit était-il tranquille, pensant que sa femme ne soupçonnait rien? Je n'arrivais pas à dormir. J'ai regardé Michael allongé à côté de moi. L'homme avec qui j'avais vécu pendant 7 ans, un homme qui serait bientôt un étranger. Dans 3 mois, il serait un étranger. Les semaines suivantes se sont déroulées de la même manière.
Le lundi, Michael rentrait tard du travail. Le mercredi, il rentrait aux premières heures d'un dîner d'entreprise. Que des mensonges. Je le savais grâce aux informations que James m'envoyait. Il continuait à envoyer des mises à jour des messages avec seulement des dates, des heures et des lieux. Il n'y avait aucun contenu émotionnel. 23 novembre, 21h, condo LIC. 25 novembre, 13h, Central Park. Je partageais également des informations, lui indiquant l'emploi du temps de Michael. Mon mari est en voyage d'affaires, du 28 au 29 novembre, Chicago. James a répondu, ma femme est également en voyage d'affaires. Même date, même ville. Cela signifiait qu'ils y allaient ensemble. Les preuves s'accumulaient, photos, journaux de date, informations de localisation, le contrat de bail. Tout cela constituait des preuves objectives et claires. Des données irréfutables. Un mois a passé. Je me suis habitué à faire semblant d'être calme. Je voyais Michael partir chaque matin et je dînais seul. Nous passions nos week-ends séparément. Extérieurement, nous étions un couple normal, mais à l'intérieur, c'était différent. Je savais. Je savais pour les mensonges de Michael, sa relation avec Jessica, l'existence du condo. Je savais tout. Et James savait aussi. Nous collections des preuves ensemble. James a appelé. C'était le soir. Michael était sorti pour le travail. J'ai une suggestion, a dit James. Je pense mettre un traceur GPS sur la voiture de ma femme. Nous pourrons alors suivre sa position en temps réel. J'ai demandé s'il y avait des problèmes juridiques. James a dit qu'il avait consulté son avocat. C'était permis entre époux. Placer un traceur sur le véhicule d'un conjoint n'est pas illégal. Cela signifiait que je pouvais en mettre un sur la voiture de Michael aussi. James a continué, nous pourrons voir en temps réel quand ils se déplacent ensemble. Ce sera une preuve encore plus solide. J'ai accepté. C'était nécessaire. Quelques jours plus tard, James m'a donné un traceur. C'était un petit appareil, facile à installer. Après le départ de Michael pour le travail, je suis allé au garage. J'ai fixé le traceur sous la voiture de Michael. C'était magnétique. Je l'ai placé dans un endroit discret. À partir de ce jour-là, je pouvais voir les mouvements de Michael en temps réel sur une application de téléphone. Son bureau, les restaurants, le condo, les hôtels, chaque mouvement était enregistré. James a également mis un traceur sur la voiture de Jessica. Chaque fois que les positions des deux voitures se chevauchaient, je recevais une alerte. Cela signifiait qu'ils étaient ensemble. Les données s'accumulaient. Leur rencontre était consignée par date et par heure. J'ai envoyé les fichiers à mon avocat, Robert Johnson. Je lui ai tout envoyé par email, les photos, une copie du bail, les journaux GPS. Quelques jours plus tard, il a répondu, c'est une excellente preuve. Avec autant d'éléments, nous avons de très grandes chances de gagner le procès. Les paroles de l'avocat étaient rassurantes. J'étais convaincu que nous nous préparions correctement. 2 mois ont passé. Michael est devenu plus audacieux. La fréquence de ses retours tardifs augmentait, et il sortait plus souvent le week-end. Sa garde était complètement baissée. Il pensait que sa femme ne soupçonnait rien. Un soir, Michael a dit, je pense que je dois partir en voyage d'affaires à Miami la semaine prochaine pour 3 jours. Miami. Ce n'était pas un voyage d'affaires, c'était des vacances. Mon expression n'a pas changé alors que je répondais, d'accord, bon voyage. Michael a semblé reconnaissant. Il a dû penser que j'étais une bonne épouse, une épouse sans soupçon qui le laissait partir sans poser de questions. J'ai informé James du voyage de Michael à Miami. Une réponse est arrivée peu après, ma femme va aussi à Miami. Même date. C'était certain. Ils y allaient ensemble. Ce sera le coup de grâce, a envoyé James par SMS. Il avait raison. Passer 3 jours et 2 nuits ensemble à Miami était un motif de divorce indéniable. Aucune autre preuve ne serait nécessaire. Pendant leur voyage, j'ai continué à vérifier. J'ai regardé les positions GPS. Les voitures de Michael et de Jessica étaient chez une agence de location de voitures à Miami la même. Ils avaient loué une voiture ensemble. J'ai également confirmé l'emplacement de l'hôtel. C'était un complexe à South Beach. James a appelé l'hôtel et a confirmé une réservation pour une chambre double. Il a également obtenu des photos.
James s'est envolé lui-même pour Miami et les a suivis. Il a pris des photos de marchant ensemble, mangeant et dans le hall de l'hôtel. Michael est revenu. Le soir de son retour de Miami, il m'a tendu une boîte de tartes au citron vers un souvenir. Je l'ai accepté avec un sourire. « As-tu fait un bon voyage ?» ai-je demandé. Michael a hoché la tête, disant qu'il était fatigué. C'était épuisant. Tellement de réunions. Un mensonge. Ce n'étaient pas des réunions, c'étaient des rendez-vous galants. Il aurait contemplé l'océan avec Jessica, mangé de la nourriture délicieuse et passé du temps à l'hôtel. Tu dois être très fatigué. Va te laver et repose-toi, ai-je dit doucement. Michael m'a remercié et est allé dans la salle de bain. J'ai entendu la douche. J'ai regardé mon téléphone. Un message de James, toutes les preuves sont sécurisées. Maintenant, nous attendons juste un mois de plus. 2 des 3 mois étaient passés. Je n'avais plus qu'à endurer un mois de plus. J'ai regardé par la fenêtre. C'était la nuit. Je pouvais voir les étoiles. Dans un mois, tout serait fini. Michael découvrirait. Il découvrirait à quel point il avait été surveillé de près, que toutes les preuves avaient déjà été sécurisées. Le piège avait été tendu. Un piège auquel Michael et Jessica ne pouvaient pas échapper. Ils se croyaient libres, mais ils étaient dans la paume de nos mains, pris dans le plan que James et moi avions créé. Le dernier mois de notre accord de 3 mois a commencé. Les preuves que nous avions accumulées étaient plus que suffisantes, mais un moment plus décisif approchait, annoncé par un changement dans le comportement de Michael. Un soir, Michael a abordé un sujet avec prudence. Je pense prendre un petit appartement près du bureau à partir du mois prochain. Les nuits tardives rendent le trajet trop difficile. C'était enfin arrivé. Les mots que j'attendais. Je savais déjà pour le condo à Long Island City, mais maintenant il essayait de rendre cela officiel, créant une excuse pour sa femme. D'accord, si tu penses que c'est mieux, tu devrais le faire, ai-je répondu calmement. Un regard de soulagement a envahi le visage de Michael. Il était content que sa femme ait accepté si facilement. Il a dû penser que je ne soupçonnais rien. Je resterai là-bas en semaine et je rentrerai juste le week-end, a dit Michael. C'était, en effet, une déclaration de séparation. Il vivrait avec Jessica pendant la semaine et ne rentrerait à la maison que le week-end. Il n'essayait même plus de le cacher. J'ai immédiatement informé James, mon mari a annoncé une séparation en semaine. La réponse est arrivée rapidement, c'est le moment. Nous devons obtenir une preuve de cohabitation. Il avait raison. Louer simplement un endroit était différent d'y vivre réellement ensemble. Une semaine plus tard, Michael a fait ses valises. Il a rempli une grande valise de vêtements et d'articles de toilette, ressemblant à quelqu'un partant pour un long voyage d'affaires. Je l'ai regardé. « As-tu emporté tout ce dont tu as besoin ?» ai-je demandé. Michael a hoché la tête. « Ouais, c'est bon. Je serai de retour le week-end, alors ne t'inquiète pas. » J'ai fait semblant d'être inquiète et je l'ai même accompagné jusqu'à la porte. Michael a quitté la maison la conscience tranquille, croyant que sa femme ne se doutait absolument de rien. Au moment où la porte s'est fermée, j'ai sorti mon téléphone et vérifié le GPS. La voiture de Michael a commencé à bouger. Elle se dirigeait vers Long Island City, exactement comme prévu. 30 minutes plus tard, j'ai reçu un SMS de James, la voiture de ma femme se dirige dans la même direction. Heure d'arrivée prévue similaire. Ils se retrouvaient. Ils allaient commencer à vivre ensemble. Cette nuit-là, James a appelé. Sa voix était tendue. Je l'ai confirmé à l'entrée du condo. Ils sont entrés ensemble, tous les deux portant des bagages. C'était le début de leur cohabitation. Michael et Jessica vivraient désormais comme un couple marié. Ils se réveilleraient ensemble, rentreraient ensemble et dormiraient dans le même espace. J'ai eu des photos. J'ai même eu un cliché d'eux entrant dans l'ascenseur avec leurs bagages. James a dit que c'était une preuve parfaite, prouvant qu'ils ne se contentaient pas de se voir, mais qu'ils vivaient ensemble. Plusieurs jours ont passé. Michael n'est pas rentré de toute la semaine. Il a envoyé quelques SMS, « Comment vas-tu ?» Le travail est prenant. Des messages formels, superficiels. J'ai vérifié le GPS. Chaque nuit, la voiture de Michael était dans le parking du condo de Long Island City. La voiture de Jessica était là aussi, garée côte à côte. James continuait sa surveillance.
Il a documenté leur départ ensemble le matin et leur retour ensemble le soir. Les photos s'accumulaient jour après jour. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois a passé. 1 mois plus tard, j'ai rencontré James. Pas dans un café, mais dans sa voiture. Nous devions être plus prudents maintenant. James a ouvert son ordinateur portable. Regardez, c'est le relevé du mois dernier. L'écran affichait un tableau. C'était un journal organisé par date, heure de départ au travail, heure d'arrivée, lieu où ils ont dîné, heure d'entrée au condo. Tout était enregistré. Ils ont passé 27 jours sur 30 ensemble. C'est une cohabitation indéniable, a dit James. Il avait raison. Il n'y avait pas de place pour les excuses. Ce n'était pas une erreur ou une aventure passagère, c'était une relation planifiée et durable. Il a ouvert un autre fichier. Il était rempli de photos, des dizaines d'entre elles organisées dans un dossier. Des photos d'eux allant au travail, rentrant à la maison, faisant les courses, se promenant ensemble. C'est la preuve décisive. Il a agrandi une photo. Elle avait été prise depuis le balcon du condo. Michael et Jessica se tenaient ensemble, discutant autour d'un café. C'était le matin. Ils avaient accueilli le matin dans le même espace. Il y a plus. James a ouvert un autre fichier. Des relevés financiers. Les relevés de carte de crédit de Michael. Comment avez-vous obtenu cela, ai-je demandé. James a expliqué, par l'intermédiaire de mon avocat. Il est possible de demander officiellement et de consulter les relevés de transactions financières d'un conjoint. L'écran montrait des relevés détaillés, achats dans un supermarché près de Long Island City, magasin d'électroménager, articles ménagers. C'était le mode de consommation de personnes partageant un foyer. Ils avaient aussi acheté des meubles, un lit, un canapé, une table à manger. James a dit qu'ils avaient installé un nouveau foyer, pas une cachette temporaire, mais un véritable endroit pour vivre. Les relevés de carte de ma femme sont similaires. Elle a acheté des ustensiles de cuisine, de la literie, de la décoration intérieure. Ils avaient meublé l'endroit ensemble, chacun payant sa part. Pourrait-il y avoir une preuve de cohabitation plus évidente? Et j'ai aussi obtenu ceci. James a ouvert encore un autre fichier. C'était une vidéo, des images de surveillance du hall du condo. Comment avez-vous eu ça, ai-je demandé, étonné. James a répondu calmement, j'ai demandé à un employé du bureau de gestion. Lorsque j'ai mentionné que des procédures morales et juridiques étaient en cours, ils ont coopéré. Il a lancé la vidéo. Elle montrait Michael et Jessica sortant de l'ascenseur et traversant le hall. C'était le matin. Ils se rendaient au travail ensemble. Cela semblait naturel, comme un couple qui vivait ensemble depuis longtemps. Cette vidéo seule suffit. Mais il y a plus. James a continué à me montrer des preuves, des registres de livraison de colis, l'historique des paiements des services publics et les journaux d'entrée du parking souterrain. Tout était là. Il était systématique, ne laissant rien au hasard. J'ai montré cela à mon avocat. Il dit, nos chances de gagner sont de plus de 95%. James a dit, j'ai ressenti un sentiment de soulagement. Les 3 mois d'attente n'ont pas été vains. Nous avions obtenu des preuves parfaites. Nous devrions être en mesure d'obtenir un règlement significatif. Cela va au-delà de la simple infidélité, c'est de la cohabitation. Il avait raison. C'était un motif clair pour la dissolution du mariage. Quelle preuve pourrait être plus définitive qu'un conjoint vivant avec une autre personne? Il n'y a plus aucune raison d'attendre, a déclaré James. J'étais d'accord. Les preuves étaient plus que suffisantes, photos, vidéos, relevés financiers, journaux GPS et images de vidéosurveillance. Nous avions tout. Je prévois de déposer la plainte la semaine prochaine. Êtes-vous prête, a demandé James. J'ai hoché la tête. Je suis prête. J'avais attendu 3 mois. Il était temps d'en finir. Il est préférable que nous le fassions le même jour. Si les poursuites sont signifiées simultanément, ils seront complètement pris au dépourvu. C'était un jugement stratégique. Si l'un déposait plainte en premier, l'autre partie aurait le temps de se préparer. Mais en procédant en même temps, il n'aurait pas le temps de réagir. Que dis-tu de lundi, a suggéré James. C'était jeudi, dans 4 jours. J'ai accepté. Lundi, c'était bien. Puis lundi à 10 heures du matin, nous déposerons chacun les documents depuis nos cabinets d'avocats respectifs.
Simultanément, le plan était fixé. James avait déjà tout préparé avec son avocat. J'avais également terminé mes consultations avec Robert Johnson et examiné le projet de plainte. Il faudra quelques jours pour que les documents soient signifiés. Il devrait les recevoir d'ici mercredi, a expliqué James. Cela signifiait que Michael recevrait les documents du tribunal mercredi, 2 séries de documents, une pour le divorce et une pour le procès contre sa maîtresse. J'aimerais voir sa tête à ce moment-là, a dit James avec un sourire ironique. Je ressentais la même chose. À quel point Michael serait-il choqué d'apprendre que sa femme savait tout, qu'elle rassemblait des preuves depuis 3 mois. Je suis descendu de la voiture. James et moi nous sommes serrés la main. À lundi, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Nous avions été alliés pendant 3 mois, 2 personnes qui avaient enduré la même douleur et travaillé vers le même but. Il ne restait plus que la dernière étape. Je suis retourné dans une maison vide. Michael était au condo avec Jessica. Ils dîneraient, regarderaient une émission et s'endormiraient ensemble, mais ils n'en avaient aucune idée. Ils ne savaient pas que chacun de leurs mouvements était enregistré, que tout s'accumulait comme des preuves bientôt soumises à un tribunal. Je m'allongeais seul dans mon lit. Je dormais seul depuis 3 mois. C'était dur au début, mais j'y étais habitué maintenant. C'était mieux ainsi, ne pas avoir à s'allonger dans le même lit qu'un menteur. J'ai fermé les yeux. J'avais hâte d'être à lundi. À 10 heures, j'irai au cabinet de l'avocat. Je signerai la plainte et la déposerai au tribunal. Et puis j'attendrai. J'attendrai le jour où les documents arriveraient à la porte de Michael. Ils avaient franchi une ligne que Michael et Jessica n'auraient jamais dû franchir. Ils étaient passés d'une simple rencontre à une vie commune. Il était temps pour eux d'en payer le prix, tout à fait légalement. C'était lundi matin. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui était un jour spécial, le jour où j'irais chez Johnson et Associés pour signer la plainte et la déposer au tribunal. Quand je suis arrivé au bureau de Robert Johnson, il m'a accueilli dans la salle de conférence. « Êtes-vous prête ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je suis prête. J'avais attendu 3 mois. Il était temps de commencer. Il y a 2 procès, a expliqué M. Johnson, désignant une pile de documents sur la table. Un pour le divorce et un poursuivant la tierce partie. Les plaintes ont été méticuleusement préparées. Le procès en divorce est contre votre mari, Michael Davis. L'autre est contre Jessica Vance. Il a parcouru les documents page par page, expliquant les motifs de la plainte, le montant de la pension alimentaire et des dommages-intérêts demandés, ainsi que les demandes de partage des biens. Le jargon juridique était dense, mais le contenu était clair. Nous demandons 50 000 à sa maîtresse. Pour le partage des biens, nous demandons une répartition 60-40e. Ce n'était pas le 50-50e typique parce que la responsabilité de la rupture du mariage incombait à Michael. J'avais droit à une part plus importante. Vous pouvez signer ici. J'ai signé à plusieurs endroits. Là maintenant le stylo tremblait, non pas de nervosité, mais du soulagement de mettre enfin un terme à tout cela. Les preuves ont déjà été compilées. Photos, vidéos, journaux GPS et relevés financiers. Tout est joint. Monsieur Johnson m'a montré un classeur épais. Il contenait toutes les preuves collectées sur 3 mois, y compris les éléments de James. C'est inattaquable. Avec autant de preuves, nos chances de gagner sont extrêmement élevées. Ses paroles étaient confiantes. J'ai fini de signer. Maintenant, il ne restait plus qu'à déposer le dossier au tribunal. Je le déposerai par voie électronique à 10 heures précises. Au même moment, James serait dans le bureau de son propre avocat en train de signer ses papiers. 10 heures est arrivé. Monsieur Johnson s'est assis à son ordinateur et s'est connecté au système de dépôt électronique du tribunal. En quelques clics, les documents ont été téléchargés. Un message dépôt terminé est apparu. C'est déposé. Le tribunal va maintenant l'examiner et signifier les documents. C'était fait. Cela avait commencé. Les procès étaient officiellement lancés. J'ai quitté le bureau et envoyé un SMS à James, dépôt terminé. Une réponse est arrivée rapidement, moi aussi. Maintenant, nous attendons. Cela avait été fait simultanément. Je suis rentré chez moi en me sentant étrangement calme, une paix rendue possible par les 3 mois de patience et d'endurance. Maintenant, la loi déciderait. Le mardi passa, puis ce fut mercredi.
J'ai reçu un appel de Monsieur Johnson. Les documents ont été signifiés. Ils devraient arriver demain. Demain, Michael recevrait les documents du tribunal. Michael, qui vivait avec Jessica, inconscient de tout, était sur le point de recevoir le choc de sa vie. C'était jeudi après-midi. Mon téléphone a sonné. C'était Michael. Sa voix était frénétique. « Chérie, où es-tu ? Es-tu à la maison ?» a-t-il demandé. Je lui ai dit que j'y étais. « J'arrive tout de suite. » Ne bouge pas. La ligne s'est coupée. Sa voix tremblait. Il avait reçu les papiers. Il savait enfin. 30 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Michael est entré précipitamment, le visage pâle. Il tenait une enveloppe timbrée par le tribunal. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il crié. C'était normalement une personne calme, mais sa voix était forte de panique. J'ai répondu calmement. C'est exactement ce à quoi ça ressemble, une demande de divorce. Michael m'a regardé avec incrédulité. Il a déplié les documents et a commencé à lire, son visage s'est durci. J'ai aussi déposé une plainte contre Jessica Vance, ai-je ajouté. La tête de Michael s'est relevée brusquement, ses yeux grands ouverts. Comment as-tu pu ? Il n'a pas pu finir sa phrase. Il ne pouvait pas comprendre comment je savais pour Jessica, comment j'avais rassemblé des preuves. Je le sais depuis 3 mois. Je sais qui tu voyais, où tu vivais. Je sais tout. Michael s'est effondré sur le canapé, les papiers tombant de sa main. J'ai des photos et des vidéos, des relevés GPS, des états financiers, des images de vidéosurveillance. J'ai tout, ai-je dit, énumérant chaque élément. Le visage de Michael devenait de plus en plus pâle à chaque mot. Il savait qu'il ne pouvait pas le nier. Le mari de Jessica le sait aussi. Il a probablement déposé son propre procès aujourd'hui. Michael s'est redressé d'un bond et a saisi son téléphone, essayant d'appeler Jessica. Elle n'a pas répondu. Il a essayé plusieurs fois encore, mais les appels allaient directement sur la messagerie vocale. Elle ne décroche pas. Elle est probablement en train d'affronter son mari en ce moment, ai-je dit. James aurait rencontré Jessica aujourd'hui, procès en main. Michael s'est rassis, se tenant la tête. Il assimilait la réalité, il était complètement pris, toutes les preuves avaient été sécurisées. Depuis quand savais-tu, a-t-il demandé, sa voix n'étant plus qu'un murmure, vidé de toute énergie. Il y a 3 mois. Depuis le jour où je t'ai vu dans ce café près de Grand Central. Michael semblait se souvenir de ce jour, son expression s'est crispée. J'ai commencé à tout documenter à partir de là. Tes mensonges, tes rencontres, le bail du condo, le voyage à Miami, la cohabitation, tout. Michael n'a rien dit. Il n'y avait rien qu'il puisse dire. Pourquoi, ai-je demandé. Je voulais vraiment savoir pourquoi un homme avec qui j'avais passé 7 ans choisirait quelqu'un d'autre. Après un long silence, il a fini par parler. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'était tout. Des excuses, mais aucune raison. Il ne pouvait pas en donner parce qu'il n'y avait aucune excuse. Son téléphone a sonné. C'était Jessica. Michael a répondu. Ouais, c'est moi. Tu les as reçus aussi ? Ouais, je viens d'eux. Qu'est-ce qu'on fait ? Sa voix était paniquée. Jessica avait également été signifiée. Ils étaient tous les deux dans la même situation. Il a raccroché, l'air perdu. Elle est poursuivie pour divorce aussi. Son mari savait tout. James avait affronté Jessica en même temps. Le plan avait parfaitement fonctionné. Cette nuit-là, Michael n'est pas retourné au condo. Il est resté à la maison, dormant sur le canapé du salon, pas dans notre chambre. Je pouvais dire qu'il n'avait pas dormi du tout. Le lendemain, James m'a contacté. Nous nous sommes rencontrés dans un café. J'ai rencontré ma femme hier, a-t-il dit, son expression complexe. Elle a nié au début, mais quand je lui ai montré les preuves, elle n'avait plus rien à dire. Jessica avait réagi exactement comme Michael, stupéfaite que son mari sache tout. Elle a essayé d'appeler ton mari, demandant quoi faire, a continué James. Maintenant, ils vont commencer à se rejeter la faute. Il avait raison. En cas de crise, les gens essaient de se protéger. Michael et Jessica ne feraient pas exception. Une semaine passa.
J'ai eu des nouvelles de Monsieur Johnson. L'avocat de votre mari m'a contacté. Ils veulent négocier un accord. C'était la réponse attendue. Ils savaient qu'ils perdraient au tribunal. Quelles sont leurs conditions, ai-je demandé. Un règlement de 30 000 $ et un partage des biens à 50-50e, a répondu Monsieur Johnson. C'était bien trop bas. J'avais demandé 50 000 $ de dommages-intérêts et une répartition 60-40e. Refusé. S'ils ne respectent pas nos conditions, nous allons au procès. Monsieur Johnson a hoché la tête. Nous resterions fermes. Quelques jours plus tard, James a rapporté un développement similaire. Ma femme a également proposé un règlement, mais les conditions sont ridicules. Il l'avait rejeté aussi. Avec des preuves aussi claires, il n'y avait aucune raison de faire de compromis. Ils ont commencé à se retourner l'un contre l'autre, a déclaré James. Quand j'ai demandé ce qu'il voulait dire, il a expliqué, ma femme blâme ton mari. Elle prétend qu'il l'a séduite, qu'elle a essayé de refuser, mais qu'il a été persistant. C'était absurde. Après avoir vécu ensemble pendant des mois, c'était son excuse. Et ton mari, a demandé James. Michael disait quelque chose de similaire, que Jessica avait été agressive, qu'il avait essayé de les conduire. Il se rejette la responsabilité, essayant de se faire passer pour la victime, a déclaré James. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Un rire amer et misérable. Les gens qui prétendaient être amoureux et vivre ensemble s'attaquaient maintenant l'un l'autre. Un autre mois passa. Aucun accord ne fut trouvé. Ni Michael ni Jessica n'acceptaient leurs responsabilités. Nous n'avions pas d'autre choix que d'aller au procès. La première date d'audience fut fixée au 15 du mois prochain. Michael restait à la maison mais ne retournait pas au condo. Il semblait que son contact avec Jessica s'était amenuisé. Lorsque la crise a frappé, leur amour s'était refroidi. Chaque fois que nous nous croisions dans le salon, Michael baissait la tête. Il ne s'excusait plus. Il n'y avait plus rien à dire. Seule la culpabilité et les regrets subsistaient. J'ai eu des nouvelles de James. Ma femme a quitté le condo. Elle est retournée chez ses parents. Jessica avait craqué. Le nid qu'ils avaient construit était désormais vide. Comment va ton mari, a demandé James. Il est ici, mais nous ne nous parlons pas. C'est comme si nous vivions dans des maisons séparées. La relation était déjà terminée. Seules les formalités juridiques restaient. Cette nuit-là, je m'allongeais dans mon lit en fixant le plafond. La bataille juridique avait commencé, et deux familles s'effondraient simultanément. Michael et Jessica avaient prétendu s'aimer, mais maintenant ils étaient à couteau tiré. Regarder les coupables s'effondrer était une expérience amère. Il n'y avait aucun frisson de vengeance, seulement un sentiment de finalité. Maintenant, la loi déciderait qui était en faute et qui devait assumer ses responsabilités. Le procès s'est déroulé sur 3 sessions. Chaque fois que je m'asseyais dans la salle d'audience, cela semblait surréel. Faire face à l'homme avec qui j'avais passé 7 ans en tant que plaignante et défendeur était quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Lors de la première session, l'avocat de Michael a essayé de nier les preuves, affirmant que les photos étaient une question de perspective et que les relevés GPS étaient fortuits. Mais quand M. Johnson a présenté les images de vidéosurveillance, ils sont restés sans voix. C'était indéniable, une vidéo claire d'eux entrant et sortant du condo ensemble. Lors de la deuxième session, Jessica a été appelée comme témoin. D'une voix tremblante, elle a témoigné que Michael l'avait poursuivie et qu'elle était une victime. Mais quand l'avocat de James a présenté le contrat de bail du condo, qu'elle avait co-signé, elle a été incapable de parler. Lors de la troisième session, le juge a déclaré « Les preuves sont irréfutables ». La responsabilité du défendeur dans la rupture du mariage est reconnue. C'était un jugement froid basé sur des faits, pas sur des émotions. Michael était assis, la tête baissée. Le verdict est tombé un mois plus tard. Le jugement a été envoyé par la poste par le tribunal. Monsieur Johnson m'a appelé après l'avoir examiné. Nous avons gagné. La décision est presque entièrement en notre faveur. On m'a accordé 45 000 de la part de Jessica, pour un total de 70 000 $. Le partage des biens a été fixé à 60-40e. L'appartement, nos économies 60% de nos biens matrimoniaux m'ont été attribués. C'était le jugement du tribunal, la faute incombait à Michael. J'ai aussi eu des nouvelles de James. J'ai obtenu un résultat similaire.
60 000 $ de dommages-intérêts et une répartition 60-40e. Sa voix était calme, ni joyeuse ni triste, juste soulagée que ce soit fini. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, a-t-il dit. Je lui ai dit la même chose. Nous avions enduré 4 mois ensemble, alliés travaillant vers le même but. Il était maintenant temps de suivre nos propres chemins. Une semaine après le verdict, Michael a déménagé. Il a emballé ses affaires et est parti. Je n'ai pas demandé où il allait. Je ne voulais pas savoir. C'était déjà un étranger. Je suis désolé, a-t-il dit juste avant de partir. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas un pardon, juste une reconnaissance que c'était fini. La porte d'entrée s'est fermée. 7 ans de mariage se sont terminés ainsi. J'étais seul dans la maison vide, mais mon cœur se sentait étrangement léger. C'était comme si un lourd fardeau avait été levé. Le partage des biens était finalisé. L'appartement a été transféré à mon nom. Les économies ont été divisées et les dommages-intérêts payés. Avec les 100 000 $ venant de James, c'était une somme substantielle. J'ai eu des nouvelles de Michael. Il avait quitté son emploi. L'affaire était devenue publique pendant le procès, et sa position dans l'entreprise était devenue intenable. Il avait perdu son statut social. La même chose est arrivée à Jessica. James m'a dit qu'elle avait quitté l'agence de publicité après que ses collègues l'eurent découvert. Michael et Jessica ont tout perdu d'un coup, leurs biens, leur confiance et leur réputation. Le jugement de la loi était froid. Ceux qui agissent mal doivent en payer le prix. Mais je n'avais pas l'impression de m'être vengé. Les voir tomber ne m'apportait aucun plaisir, je sentais simplement qu'un résultat juste avait été atteint. Un jour, j'ai appelé ma mère. Je ne lui avais pas parlé du divorce, ne voulant pas l'inquiéter. Mais il était temps. Maman, j'ai divorcé. Silence à l'autre bout. Après une longue pause, elle a demandé quand. Je lui ai dit que c'était la semaine dernière. Ma mère a soupiré. Ça a dû être si difficile. Je vais bien, ai-je dit. Et c'était vrai. Je lui ai dit que je me sentais réellement soulagé. Elle m'a dit de revenir à la maison pour me reposer un moment. Ce week-end-là, j'ai rendu visite à mes parents. Ma mère m'a accueilli à la porte et mon père était dans le salon. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, a dit mon père. J'ai hoché la tête, leur disant que c'était dur, mais que j'avais réussi à traverser cela. Mon père a dit que j'avais fait la bonne chose, que j'avais géré cela correctement. J'ai mangé le repas fait maison par ma mère. C'était le premier vrai repas que je prenais depuis longtemps. J'ai passé une semaine chez mes parents, me remettant de la fatigue accumulée. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire, à la façon dont j'allais vivre ma vie. J'ai reçu un dernier message de James, un café? Nous nous sommes rencontrés dans une atmosphère beaucoup plus détendue. Il avait l'air différent, son expression était plus lumineuse. Je cherche un nouvel emploi. C'est l'heure d'un nouveau départ, a-t-il dit. Il se préparait à un nouveau commencement, tout comme moi. Je te souhaite tout le meilleur, a-t-il dit. Je l'ai remercié pour son aide au cours des 4 derniers mois. Je n'aurais pas pu en finir aussi parfaitement sans lui. Nous nous sommes séparés, probablement pour ne plus jamais nous revoir, mais il resterait toujours une personne importante dans ma vie, l'allié qui m'a aidé à traverser les moments les plus difficiles. Je suis retourné chez moi. Chez moi. Les traces de Michael avaient disparu. J'avais redécoré, acheté de nouveaux meubles. C'était un nouveau départ. Je me suis assise dans le salon et j'ai regardé par la fenêtre. Le printemps arrivait. De nouveaux bourgeons germaient sur les arbres. Tout comme les saisons changeaient, ma vie changeait aussi. J'ai repris mon travail de traduction. J'ai contacté mes clients, et ils étaient heureux de me retrouver. Cela faisait du bien de travailler, de se concentrer sur quelque chose, de préparer l'avenir. Mon amie Sarah a appelé. Je lui ai tout raconté. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle dit. Ces mots étaient un réconfort, affirmant mes choix. Maintenant tu peux repartir à zéro. Tu es encore jeune. De beaux jours t'attendent. Elle avait raison. J'avais 35 ans. Je pouvais recommencer. La vie s'est installée dans une routine. Je travaillais le matin, faisais de l'exercice le soir et voyais des amis le week-end. Les pensées pour Michael revenaient occasionnellement, mais il n'y avait aucun regret. Je croyais avoir fait le bon choix en ne tolérant pas ses méfaits et en protégeant ma dignité.
Ce n'était pas de la vengeance, c'était une réponse juste. Le résultat n'était pas une victoire émotionnelle, mais la préservation de mon respect de soi. Un soir, je me suis tenu sur mon balcon et j'ai regardé le ciel nocturne dégagé. Une brise fraîche soufflait. J'ai réalisé alors que le divorce n'est pas une fin, mais un commencement. Il ne s'agissait pas de s'effondrer, mais de se relever. Ces temps n'avaient pas été effacés. Une nouvelle vie avait commencé. Je n'avais aucun regret. Choisir Michael, décider de divorcer, c'était tous mes choix. J'ai décidé de regarder vers l'avant au lieu de m'attarder sur le passé. C'était un nouveau départ. Vivre à nouveau sous mon propre nom, Grace Miller. Pas comme la femme de quelqu'un, mais comme moi-même. Je m'allongeais dans mon lit, seul, mais pas isolé. Paisible. Demain m'attendait avec un nouveau jour et de nouvelles possibilités. C'était un cas tranquille mais certain de cause à effet. La personne qui a mal agi en a payé le prix, et la personne qui a enduré a protégé sa dignité. Tout ce qui restait était un nouveau départ. Pas de regret, mais de l'espoir. Pas une fin, mais un début, le début de la nouvelle vie de Grace.